comprendre les besoins du métier, c'est là où le travail n'est pas mâché en fait. Et les personnes qui pensent que le métier de data analyst c'est facile, eh bien sans doute que ça doit être facile. Mais si on veut devenir un bon data analyst, alors là je pense pas que ce sera facile. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, ok, alors moi, comme je suis développeur et j'ai un peu fait de Python pour du style Django pour faire du back-end, alors je peux faire du Pandas. Alors que non, ça n'a rien à voir. Moi, je vois des data engineers qui utilisent Python, je ne comprends rien à leur code. Parce que la manière dont ils codent, c'est pas la même que moi je code lorsque je veux créer de la modélisation en machine learning ou transformer des données sur Pandas. Au Luxembourg, c'est pas non plus des salaires comme tu les vois sur TikTok quand on parle des États-Unis à 200 et à 300 000. Hein. Non, non, non. Alors, les salaires de data scientist que j'ai pu voir au Luxembourg, je vais te donner une fourchette pour des personnes qui avaient au minimum 3-4 ans d'expérience. Je l'ai vu aller entre 65 000 euros jusqu'à 120 000. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et Success Story Data. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un nouvel invité. Il s'appelle Kevin. Il a plusieurs casquettes, dont celle de data analyst, à la fois consultant auprès des entreprises, mais également formateur dans des universités, mais aussi de particuliers qui veulent se reconvertir ou plutôt apprendre de nouveaux outils et langages en data. Bonjour Kevin, bonjour Charlotte. Bonjour Émilie, bonjour Kevin. Merci Kevin d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement en commençant par ton parcours académique, ensuite ton parcours professionnel? Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation parce que j'ai vu déjà que vous avez tourné plein d'épisodes et qu'il y a toujours des hosts, des invités de plus en plus intéressants et en faire partie, merci encore. Alors je vais commencer avec mon parcours académique comme tu me l'as demandé Charlotte. Donc en 2012, j'obtiens un master en statistique et la suite logique c'est de devenir statisticien. En même temps, il y a la data science qui pousse et de plus en plus, on entend parler de machine learning, d'algorithmes. Et donc moi, j'étais intéressé par cela. Donc j'ai commencé en tant que statisticien, puis consultant data pour devenir data scientist. Après, il y a eu le Covid et puis les envies aussi ont changé parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des missions que des fois, les clients demandaient en fait de faire de la data science alors qu'au niveau de la data, ils n'étaient pas encore matures. Donc je me suis réorienté vers des missions qui étaient beaucoup plus proches des besoins des business avec la data, qui sont des missions plus orientées data analyst. En même temps, je fais aussi de la formation, comme tu l'as dit, Émilie, que ce soit plutôt dans des écoles ou en B2C, donc business to customers, sur des plateformes où les particuliers peuvent souscrire un abonnement et suivre mon cours. Merci Kevin, tu as un parcours qui est très intéressant et je trouve que c'est très axé sur la data. Du coup, d'où est venu cet amour de la data? Est-ce que tu as toujours voulu analyser des données? D'où est venu ce goût de l'analyse de données? Alors, je pense que ça vient tout simplement de mon parcours universitaire parce que tu sais, quand tu fais de la statistique, toute la journée, sur toutes les formes, tu vois comment analyser de la donnée. Tu vois comment l'analyser de manière descriptive. Donc ça, c'est les cours de base, statistique descriptive. Après, tu fais des tests, des hypothèses. C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle du A/B testing, c'est-à-dire sur le site d'Amazon, on veut vendre une pâte de dentifrice, on fait une publicité où le fond est vert, une autre où le fond est bleu, on voit laquelle convertit le plus de clients et on garde cette image, la A ou la B. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux un peu, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la data analyse, expliquer en fait ce concept? D'analyse de données, on va commencer dans un premier temps par comprendre le besoin, comprendre quelle est la question. Et par rapport à cette question, on va récupérer de la donnée qui peut aider à répondre à cette question. Et après, on va faire ce qu'on va appeler une EDP. Donc EDP, c'est pour Exploratory Data Analysis, EDA, pardon. EDA,
exploratory data analysis, donc une analyse exploratoire. On va un peu regarder les corrélations, comment les données sont liées les unes aux autres. On va les visualiser, les représenter. La visualisation, c'est super important parce que la visualisation, ça va permettre de voir la donnée et justement de voir s'il y a une tendance qui monte, qui baisse, ce qui sera difficile de voir juste dans un tableau. Hein. Et ensuite, une fois que cette analyse-là sera faite, alors selon le projet, eh ben, on va aller plus loin, peut-être faire de la modélisation statistique, ou peut-être en fait qu'on va aller un peu plus bas dans le niveau de granularité. Si on fait une analyse peut-être sur des ventes, et on regarde les ventes mondiales, et puis après on se dit non, mais on se rend compte que dans le marché nord-américain, c'est pas du tout comme le marché européen. Donc on va descendre dans les granularités, et après, on va voir s'il y a des corrélations et répondre au business. Pour moi, c'est ça l'analyse de données. Et vous, D'accord. c'est quoi l'analyse de données pour vous? Bah, du coup, je vais répondre si ça te dérange pas, Charlotte. Pour moi, analyser les données, c'est un peu comme ce que tu as dit, tu vois. Je vais pas forcément répéter. Donc, c'est à la fois comprendre les besoins métiers, parce que en fait, quand on analyse, en fait, on parle toujours de la problématique. Il y a vraiment une problématique par rapport à quand on va juste traiter la donnée ou la nettoyer. C'est pas la même chose en fait, parce que vraiment, quand on veut analyser, on doit d'abord comprendre la problématique. Et en fonction de cette problématique-là, bah, du coup, on va, comme tu l'as dit, faire une analyse exploratoire, essayer maintenant de la nettoyer si besoin, essayer de la visualiser pour en tirer en fait quelque chose de cette donnée. Donc c'est comme ça que parfois on se rend compte qu'on n'a pas le bon jeu de données et qu'on va aller récupérer un nouveau jeu. C'est comme ça que on se rend compte aussi qu'on doit agréger nos données, qu'on doit rajouter de nouvelles sources à nos données, etc. Qu'on doit peut-être retirer certaines données qui sont pas forcément nécessaires. Donc moi je dirais que c'est en fait ça l'analyse de données, c'est à la fois comprendre déjà c'est quoi le besoin et puis pouvoir nettoyer, traiter pour enfin visualiser et en tirer bah, du coup un bénéfice de cette donnée. Je rejoins tout à fait vos avis par rapport à l'analyse de données. Et Émilie, ta définition et celle de Kevin, des deux définitions, j'ai pu retenir quand même la notion de statistique. Kevin n'a pas arrêté d'évoquer, par exemple, des corrélations, des tests. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, Kevin, quel est ton avis par rapport à la place de la statistique dans, disons, la data en général? Parce que très souvent, il y a même des organismes de formation qui vont proposer des formations en data analyse ou en data science, mais qui parfois ignorent cet aspect, cette dimension statistique en data. Aujourd'hui, quel est ton avis par rapport à la dissociation de la statistique, la dissociation de la statistique dans la data même? Ça me démange Alors, de répondre. Mais vas-y, Kevin. d'accord, mais oui, mais comme ça, on va répondre à deux. Hein, Ouais. donc pour moi, ce sera que ça va dépendre des rôles. Parce que, comme je l'ai dit à Charlotte, en premier lieu, moi, j'ai obtenu un master en statistique. Dans un master en statistique, je trouve qu'on a été vraiment très loin hein, au niveau des cours. Et la plupart des choses que j'ai vues, je ne les ai jamais utilisées pour de l'analyse de données. Mais maintenant, lorsqu'on pense plutôt à de la data science, et si on veut pas être juste un simple utilisateur, hein, mais vraiment comprendre ce qui se passe, et puis aujourd'hui, on entend parler aussi des modèles utilisés pour l'IA générative, où il y a des transformers, et comprendre comment ça fonctionne, ça aide grandement si on a un bon background en mathématiques, statistiques, en algèbre linéaire, parce que tout fonctionne avec des matrices. Maintenant, lorsque on travaille en analyse de données en général, en tant que data analyst, on sera plus proche du métier et ce sera pas forcément des statistiques avec de la statistique inférentielle qu'on va devoir faire. Hein, on va Ouais. rarement faire des tests d'hypothèses ou si on fait des tests d'hypothèses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le A/B testing pour savoir si Amazon doit utiliser un fond vert ou un fond bleu. Alors, on va pas directement le faire nous. On aura peut-être un logiciel où on va mettre plus ou moins les critères
Et puis, il va tout expliquer. Il va te dire, OK, donc s'il y a quelque chose qui s'appelle la p-valeur qui est à ce niveau-là, ça veut dire que c'est la même chose, que ça vaut pas la peine. Sinon, au contraire, la version A fonctionne mieux que la version B, ainsi de suite. Donc en fait, moi je suis un peu d'accord avec toi, Kevin, surtout avec la fin de tes propos, dans le sens où aujourd'hui, les outils et logiciels qui existent rassemblent déjà les différentes technologies de statistiques en leur sein. Donc ça signifie que par exemple, quand on va utiliser un outil de BI, comme Tableau ou Power BI ou Qlik, parfois c'est rédigé en R, en Python, à travers du coup les différentes fonctions statistiques. Donc on va retrouver la variance, la covariance, les histoires, enfin, les trucs comme ça. Et en fait, l'utilisateur lambda n'a plus besoin enfin, de connaître tous ces préceptes, tous ces concepts de statistiques, parce que aujourd'hui il a juste des interfaces plutôt user-friendly, facile d'utilisation, où on te dit, bah, en fait, t'as la fonction moyenne, tu sais pas exactement comment ça a été calculé, t'as la fonction variance, t'as la fonction covariance, t'as plus besoin de savoir que c'est une racine de x au carré, moins je sais pas quoi, parce que bah, du coup, l'outil, en fait, l'intègre déjà à son sein. Donc je pense que c'est, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on a facilité, en fait, le travail des analystes et des statisticiens. Mais si tu as parfois une fiche de poste où vraiment on te demande d'utiliser R, d'utiliser Python, à ce moment-là, je pense que tu peux pas outrepasser en fait la statistique. Oui, et juste pour rebondir sur ce que tu as dit aussi, eh ben, je vois récemment, j'ai entendu dire, je crois que c'était, il y avait Vinci qui voulait mettre en place un chat GPT interne par rapport à à leur régulation, à leurs règles, et ainsi de suite. Alors, un utilisateur lambda de chat GPT ou quelqu'un qui utilise des modèles génératifs, il sera pas capable d'entraîner un modèle, de comprendre comment on va entraîner un modèle pour construire un chat GPT interne au use case de Vinci. Et là, je pense donc avoir un bon background en statistique, ou pas forcément statistique, mais en data science ici, en machine learning, eh ben, ça va vraiment aider à être un builder, quelqu'un qui construit, et plus juste un utilisateur. Ouais. Du coup, ça m'amène aussi à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la data analyst, c'est un peu un métier facile, tu vois, parce que tout a été mâché et on demande juste d'avaler? Alors je pense pas. Je pense pas parce que ce soit data analyst ou data scientist, donc si on reprend en fait hein, les grands jobs classiques hein, en data, alors euh, bon, on parle souvent de trois, même si aujourd'hui il y en a plus que ça, hein, parce que moi je vais vous parler de data engineer, data analyst, data scientist, alors que maintenant on parle de plus en plus du analytics engineer, il y a tous les data stewards, toutes les personnes qui sont du côté de la gouvernance des data. Et donc, il y a tout un écosystème hein, de la data. C'est un peu comme, j'aime bien utiliser cette image-là. Au début du 19e siècle, le médecin, celui qui s'occupait des accouchements, c'était le même qui s'occupait de la morgue, c'est la même qui s'occupait des dents et puis de toutes les spécialités. Et aujourd'hui, en médecine, il y a plus de 40 spécialités. Et je pense que la data, c'est plus ou moins la même chose. C'est que comme la science est nouvelle, alors au début, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme 10-15 ans, data analyst, et data scientist et data engineer, c'était peut-être la même personne. Aujourd'hui, c'est trois métiers différents et puis il y en a encore d'autres. Et alors, pour revenir sur ces propos-là, le data scientist et le data analyst sont des personnes qui arrivent en bout de chaîne. Donc, le data engineer met à disposition les données et après, en tant que data analyst, tu les utilises. Mais souvent, les données, comme elles sont dans le data warehouse, c'est là où elles sont situées, souvent ces données analytics ou dans un data lake, ça va dépendre de la structure, eh ben, elles ne Mhm. sont pas dans la bonne forme. Donc, il faut encore les transformer. Et cette transformation, que tu sois data analyst, data scientist, c'est, je sais pas, au moins 70% du temps minimum. Et une fois que cette donnée est transformée, alors là, OK, créer un modèle, regarder une corrélation, c'est beaucoup plus facile. Mais dans un premier temps, la transformer et comprendre aussi les besoins du métier, parce que c'est ça la base. Comprendre les besoins du métier, c'est là où le travail n'est pas mâché en fait.
Et les personnes qui pensent que le métier de data analyst, c'est facile, eh ben, sans doute que ça doit être facile. Mais si on veut devenir un bon data analyst, alors là, je pense pas que ce sera facile. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Exactement. Effectivement, oui, je rejoins tout à fait ton avis par rapport au travail du data analyst aujourd'hui. Euh, Peut-être les personnes qui pensent que le travail du data analyst est assez facile, c'est parce que à leur arrivée, par exemple, sur une mission, ils trouvent que les données sont déjà bien nettoyées. Du coup, ils ont peut-être juste le modèle de machine learning ou de deep learning à mettre en place. Sauf que les 70% que tu viens d'évoquer là, ces 70%-là auront été faits par le data analyst. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de, voilà, de l'effort de chacun sur une mission, sur les activités. Oui. Parlons justement des 70% de travail qui sera effectué. Avec quelle technologie, enfin quels outils, quel langage est-ce qu'on effectue ces 70% du travail? Alors, ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu travailles, de la boîte dans laquelle tu travailles, mais souvent, euh, alors, pour la transformation qui sera vraiment très facile à faire, à effectuer, donc de l'extraction de données. Donc on extrait d'abord des colonnes d'une table. Hein, les tables, c'est un peu comme des fichiers CSV. Et on va utiliser du SQL. On va joindre plusieurs fichiers CSV, donc plusieurs tables, et puis les colonnes qui vont nous intéresser. Et après, on va faire un filtre sur les lignes en SQL. Puis, euh, lorsque on va vouloir aller plus loin dans ces données, peut-être remplacer des valeurs manquantes, ce qu'on appelle de l'imputation, ou faire de la transformation un peu avancée pour créer de nouvelles colonnes, là, je vais plutôt conseiller d'utiliser des outils comme R ou Python. Bon, je pense qu'aujourd'hui, R a perdu la guerre. Donc, ce sera plutôt sur Python parce que en fait, comme je dis, c'est le marché qui demande, qui décide. Hein. Si la plupart des entreprises autour de vous décident de travailler avec Python, bah, allez sur Python. Et là, Oui. sur Python, il y a des librairies spécialisées pour la transformation de données, dont Pandas. Exactement. Très utilisé, Et le Pandas. fait que Python soit utilisé aussi, c'est peut-être dû au fait que c'est facilement intégrable avec les solutions en dessus. Par exemple, lorsque tu mets en place ton modèle, tu pourras facilement le déployer, par exemple, via du Streamlit ou autre solution. Mais il y a déjà une connexion qui est mise en place. Du coup, ça fait que la plupart des entreprises vont se tourner plutôt vers du Python que vers du R. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, mais c'est ce que moi j'ai remarqué. En fait, comme vous l'avez dit, dans l'inconscient collectif, alors quand on fait des études d'informatique, alors on voit du Python, alors que R, c'est vraiment un langage de statisticien. Mais en soi, lorsque on va mettre en production euh, un, euh, une application, alors souvent on va la déployer, on va utiliser du Docker. Et lorsqu'on utilise Docker, peu importe que ce soit sur R, sur Python, sur ce que tu veux, c'est dans un conteneur. Donc après, une fois en production, normalement, ça va se connecter facilement à tout. Et et il y a beaucoup de personnes qui pensent que, OK, alors moi, comme je suis développeur et j'ai un peu fait de Python pour du style Django pour faire du back-end, alors je peux faire du Pandas. Alors que non, ça n'a rien à voir. Moi, je vois des data engineers qui utilisent Python, je ne comprends rien à leur code. Parce que la manière dont ils codent, c'est pas la même que moi je code lorsque je veux créer de la modélisation en machine learning ou transformer des données sur Pandas. Donc, Ouais. je comprends pas vraiment. Bah oui, je comprends un peu cette trend, mais moi j'aimais bien R. C'est normal. Je pense que ça dépend de l'écosystème dont on vient, effectivement. Je crois Oui. que c'est un peu ça. Et si on veut parler un peu de la fin, le bout de la chaîne, parlons un peu des 30% restants. Avec quel outil est-ce que, bah, du coup, on va traiter les 30% du travail Alors, tout va dépendre du projet. Si dans un projet, en fait, le but, c'est de mettre une application en place, donc, comme l'a très bien dit Charlotte, Streamlit, enfin Python, via le framework Streamlit. Donc, le framework Streamlit permet en fait de créer des dashboards interactifs, mais qui seront créés avec Python.
Et l'avantage, c'est qu'on pourra faire des simulations, on pourra vraiment aller plus loin que dans des dashboards créés avec des outils comme Tableau ou Power BI. Mais maintenant, l'avantage de Power BI ou de Tableau, c'est que ces dashboards-là, on n'a pas besoin de les programmer from scratch, donc depuis le début. Et on va pouvoir, avec de la donnée transformée, euh, l'utiliser sur des outils de dashboarding et puis dire que, bon, ben, en haut à droite, je veux peut-être mettre mes indices clés de performance, le chiffre d'affaires, la marge, le nombre de clients, et ensuite créer des visuels où je vais mettre en relation peut-être les zones géographiques avec le nombre de ventes et ainsi de suite, aller dans les granularités, ça va se faire sans programmer. Donc, ce sera beaucoup plus rapide que sur un Streamlit. D'accord. Et justement, en parlant d'outils, aujourd'hui, Kevin, si tu avais en face de toi une personne qui souhaiterait se reconvertir en data analyse, un junior ou un senior, quels sont les outils que tu proposerais à cette personne? Quels sont les outils clés que tu mettrais en avant pour accompagner cette personne-là? Ok, alors très bonne question. Les outils clés, il doit y en avoir peut-être 4 ou 5. On va les lister ensemble. Dans un premier temps, lorsqu'on est data analyst, on doit travailler avec le business. Donc, le langage que tout le monde connaît, c'est pas vraiment un langage, mais c'est plutôt un outil, hein. Il est demandé même quand on veut être secrétaire, c'est Excel. Donc, on va commencer par vraiment connaître Excel, mais pour la data. Donc, ça va être quoi? Ça va être peut-être des fonctions d'agrégation, comment faire des statistiques descriptives, hein, donc des sommes, des counts, des choses comme ça qui peuvent paraître en fait très faciles, très bêtes, mais dans Excel, il y a des petites nuances. Par exemple, lorsqu'on va compter plusieurs cases, alors on pense qu'on pourra utiliser count, mais non, parce que count, ça compte que les cellules qui sont numériques. Donc, il y a plein de petites nuances comme ça qu'il faut avoir en tête. Et puis aussi, le business, lorsqu'on doit parler avec des personnes qui sont au niveau assez haut dans l'entreprise, hein, donc des managers, les graphiques, à quoi ils sont habitués, c'est Excel. Donc, être capable de créer des visualisations avec Excel, tout ça, pour qu'ils ne soient pas perdus quand vous leur montrez vos résultats. Oui, aussi, des fois, c'est toujours intéressant de savoir créer des tableaux croisés dynamiques. Ouais, Ensuite, je voulais dire ça aussi. lorsque donc, on doit extraire de la donnée, donc la donnée, elle est dans des bases de données, Data Warehouse, Data Lake, comme je l'ai précisé, et le langage de référence, c'est le SQL. Pendant un moment, on voyait de plus en plus marqué, non, il faut aussi connaître le NoSQL, mais je pense que juste connaître le SQL, ça suffit. Et le SQL qu'on doit connaître, c'est pas le même SQL que les data engineers en tant que data analyst. En tant que data analyst, on est juste un lecteur. Donc, maximum, je dirais que c'est 16, 17 mots-clés, peut-être, qu'il faut connaître. Et puis, bien sûr, comme tout langage, le SQL a sa grammaire. En français, c'est sujet, verbe, complément. Et puis après, on peut rajouter d'autres choses. Mais donc, en SQL, ce sera select from. Et puis après, on peut rajouter des where et puis d'autres clauses. Ouais. Et, Je dirais que, sans vouloir te couper, je dirais que en SQL, une personne qui connaît du coup le DDL, donc Data Definition Language, pour pouvoir créer, même si c'est vrai que on peut encore discuter si vraiment les data analysts créent également des tables, etc. Une personne qui connaît également le DML pour manipuler, donc toi-même tu l'as dit, avec le select, etc. Pardon, manipuler avec le insert, etc. Une personne qui connaît le DQL, donc Data Query Language, pour du coup requêter la donnée avec le select, c'est parfait. Si tu connais ces trois différents types de travail avec SQL, ben en fait, je pense que t'as fait le tour en fait. Donc voilà, je te laisse reprendre. ok, alors oui, pour le moment, on a vu donc Excel, SQL, et ensuite, donc, la donnée, on va la visualiser souvent avec des outils comme Power BI ou Tableau. Pour le moment, je vais recommander Power BI parce que Microsoft est en train de prendre des parts de marché à Tableau, c'est incroyable. Tableau, c'était un peu la Rolls-Royce parce que Tableau, c'est un outil de Salesforce.
Mais Power BI, en faisant partie de la suite Microsoft que la plupart des entreprises ont, est beaucoup moins cher et beaucoup plus connectable donc à Excel, à Power BI, à Excel, à PowerPoint. Donc, je pense que c'est grâce à cela qu'ils gagnent des parts de marché. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas être data analyst sans maîtriser un minimum Power BI. Et enfin, parce que des fois, lorsqu'on doit transformer de la donnée, eh ben, ces trois outils ne suffisent pas. Alors, je recommande aussi de connaître Python. Mais ça, c'est ce qu'on va appeler les hard skills, parce qu'en plus de connaître des outils, il y a d'autres compétences qu'il faut avoir. Et ces compétences-là, est-ce que tu peux nous les dérouler, les soft skills? Ok. Alors, les soft skills, quand tout à l'heure j'ai dit que faire être un data analyst lambda, c'est entre guillemets facile, mais être un bon, c'est plus compliqué. Ça va être plus compliqué, pourquoi? Parce qu'il va falloir, lorsqu'on est amené à être data analyst, on est amené à dire comment la donnée évolue, mais juste dire comment ça évolue, bon, là, on sort pas vraiment du lot. Ce qu'on attend aujourd'hui dans Data Analyst, c'est qu'en plus de dire comment la donnée évolue, c'est de pouvoir faire des recommandations. Dire que, OK, la donnée évolue comme ceci, alors peut-être que si on se concentre sur ce marché-là, on voit qu'il est en pleine croissance, il faudrait peut-être mettre plus de budget ici. Et comme ça, on émet des hypothèses, on voit avec le business, parce que même si cette hypothèse-là n'est pas forcément juste, on émet des inputs, des idées dans la tête du business et qui disent, ah, ok, Kevin il a pensé ça, c'était pas tout à fait juste, mais on peut faire quelque chose qui est proche. Donc, venir avec ces idées-là, donc être capable de présenter, de parler et de comprendre le métier. Ça, c'est super important. Parce que, D'accord. ouais, Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un data analyst finalement, c'était un data ingénieur avec une casquette de business analyst, mais appelé data analyst? non, je sais pas, moi je dirais pas ça parce que vraiment le métier de data engineer, le métier de data engineer, qu'est-ce que c'est? Tu as de la donnée. On va prendre un exemple simple, hein. Dis-moi la dernière plateforme sur laquelle tu as été pour faire un achat. Amazon. Comme tout le monde, hein. Donc, Ouais. donc, tu vas sur Amazon et sur Amazon, donc, lorsque tu achètes un produit, alors, ça va être enregistré dans une base de données de production, hein. Tout est en production. Tu achètes, on va dire, des nouveaux écouteurs. Alors, il y a une nouvelle ligne qui est ajoutée où il y a marqué ton prénom, Émilie, la marque des écouteurs et ce que tu as dépensé. Bon, sans doute que c'est pas dans une table, c'est dans plusieurs tables, mais il y a des nouvelles lignes qui s'ajoutent. Et là, de ces données-là qui sont dans la base de données de production, moi, en tant que data analyst ou data scientist, jamais je pourrais faire d'analyse dessus. Parce que écrire et lire sur la même base de données, c'est quelque chose qui est vraiment déconseillé. Parce que si en lisant, je lance une requête qui boucle et qui fait planter les serveurs, comment on fait après pour faire rentrer de l'argent chez Amazon, hein? Et tout ça, ce sera à Ouais. cause de Kevin. Donc, ce que va faire le data engineer, il va justement créer ces flux de données pour transformer, pour amener cette donnée qui est dans la base de données de production à la base de données analytics, celle où Kevin va pouvoir s'amuser et puis après créer des modèles qui vont dire, OK, en France, les écouteurs de telle marque sont numéro 1 des ventes. Donc, dire à Ouais. l'équipe métier de mettre le petit label numéro 1 des ventes, soit Amazon, ces choses-là. D'accord. Et un data analyst, il sera pas capable de faire ça. Cette transformation, enfin, je sais pas, mais moi en tant que data analyst, en tout cas, je suis pas capable de faire la transformation de la donnée de production à, à, à la base de données analytics. Parce qu'on va utiliser des outils du type Airflow et d'autres librairies que Ouais. une personne en analyse de données n'utilise pas. D'accord. Ok, je comprends très bien. Te dire, hein, les salaires que j'ai vus
au Luxembourg, c'est pas non plus des Ouais. salaires comme tu les vois sur TikTok quand on parle des États-Unis à 200 et à 300 000. Hein. Non, 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 non. Alors, D'accord. les salaires de data scientist que j'ai pu voir au Luxembourg, je vais te donner une fourchette pour des personnes qui avaient au minimum 3-4 ans d'expérience. Je l'ai vu aller entre 65 000 euros jusqu'à 120 000. D'accord. Donc, Les C'est chiffres. intéressant. donc je sais pas par rapport à la France comment tu le situes, mais voilà. 3-4 ans, t'as dit, d'expérience? Oui. D'accord. Ah, on est Moi, je très dirais, loin. ouais, je dirais qu'en France, 3-4 ans d'expérience, data analyst, tu serais pas, ça serait maximum, si tu as très bien négocié ton salaire, 60 000. Vraiment, moi, Ah, je dirais ça. Et pardon. même Non, 60 non, c'est 000. pas ça que je voulais dire. Data scientist, pas data analyst. D'accord, Ok, Data scientist. Donc, ok. d'accord. data analyst. Alors, j'ai vu aussi des data analysts mais c'était pas des data analysts, c'était des managers data analysts, hein, ou lead D'accord. data analyst. Et je l'ai vu aussi à 120 000. Ouais, d'accord. Mais je pense Ok. qu'en France, on est loin du compte, hein. On est très loin, Après, on peut dire. après c'est Ouais. normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a les impôts, l'assurance maladie, etc. Donc, je pense que c'est pour ça. Voilà, en tout cas, on te remercie, Kevin, pour les différentes interventions que tu as pu donner durant cet épisode. On espère que ça va aider un maximum de personnes. N'hésitez pas, du coup, à écrire à Kevin si vous avez besoin de conseils sur la reconversion, sur les formations dans les différents outils en data. Il est très, très ouvert, il va vous répondre. Et on espère, du coup, te retrouver très prochainement pour d'autres sujets tout aussi passionnants autour de la data.